Bonjour à tous, alors aujourd'hui corrigé complet du sujet du 22 mai 2024, c'est le sujet Amérique du Nord, sujet 2, pour les terminales spécialité maths. On a donc 4 exercices, on commencera par un exercice de probabilité en 3 parties, probabilité conditionnelle, loi binomiale et une deuxième loi binomiale. Ensuite, géométrie dans l'espace, un classique. Exercice 3, des suites. Exercice 4, fonction et intégrale. Voilà, on est parti. Le texte est très court, des données publiées donc en mars 2023 sur les immatriculations de véhicules en France en 2022. On nous dit quoi? Donc il y a 3 informations numériques. Et donc on va tout de suite attaquer cette partie A. Tout d'abord, traduisons les 3 informations numériques. Alors on a déjà le nom des événements. N, c'est pour 9, donc ça c'est facile à retenir. R, c'est pour rechargeable, c'est très bien aussi. Et donc les événements contraires correspondant à N bar et R bar. Voilà. Donc, première phrase, 22,86% des véhicules étaient des véhicules neufs. Ça veut dire qu'en probabilité, quand on tire finalement un véhicule au hasard, eh bien, on a une probabilité de 22,86%, d'accord? Donc, véhicule neuf, c'est N, donc P de N, c'est 0,2286. Deuxième phrase, 8,8% des véhicules neufs étaient des hybrides rechargeables. Donc ça, c'est une conditionnelle, il n'y a pas sachant que, mais on ne regarde que les véhicules neufs, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a une probabilité parmi les véhicules neufs, donc c'est sachant n, et là on veut les rechargeables, c'est donc P de R, sachant n. On fait très attention, et donc c'est 0,0808. Vous faites 8,08 divisé par 100. Et là vraiment c'est important que vous compreniez que c'est pas 9 inter rechargeables, c'est une conditionnelle. Ici, on ne regarde pas tous les véhicules, on ne regarde que les véhicules neufs. Dans la phrase suivante, vous voyez, on regarde que les véhicules d'occasion. C'est-à-dire, c'est une autre conditionnelle. Donc là, ça va être la probabilité parmi les occasions, donc parmi les N bar. Et là, on veut des rechargeables, donc c'est P de R sachant N bar. Et ça vaut 1,27%, c'est-à-dire 0,0127. Alors, on va mettre ça dans un arbre. Donc avec P de N, on peut commencer notre arbre en mettant ici N, N bar. Ensuite, on aura R, R bar, R, R bar. Et on indique les probabilités. Donc P de N, on a 0,286. Ici, on va faire une soustraction. 1 moins 0,2286. Ça me donne 0,7714. Je fais ça à la machine. Ensuite, là, on a P de R sachant N. On l'a. 0,0808. Donc ici, on doit mettre la différence avec 1. Donc on calcule 1 moins 0,0808. Ça me donne donc 0,9192. Maintenant ici, P de R sachant N bar, on l'a. C'est 0,0127. Donc on a besoin de calculer 1 moins 0,0127. Ça donne 0,9873. Et on a terminé l'arbre. Calculons maintenant la probabilité que ce véhicule soit neuf et hybride rechargeable. Et le signe qu'on est sur une intersection. Ça veut dire que je vais devoir regarder dans l'arbre le chemin qui passe d'abord par N et ensuite par R et faire la probabilité donc des probabilités qu'on a rencontrées. Donc le produit des probabilités qu'on rencontre. Ça veut dire que ici je suis sur une intersection. Les deux événements se réalisent en même temps. Ça sera donc P de N fois P de R, sachant N. Je fais le produit des différents nombres que je rencontre en parcourant la branche NR. Cela donne donc 0,2290 fois 0,0808. Et donc en multipliant, j'obtiens ceci. Et, important, dans tout l'exercice, les probabilités sont arrondies au 10 millième. Donc je dois ici arrêter à 4 chiffres après virgule. Donc je vais mettre à peu près 0,0180. Alors ici, c'est 47, donc on doit arrondir à 50, donc 0,0185. On fait une petite conclusion. La probabilité que le véhicule soit neuf hybride est à peu près 0,0185. Troisième question. Démontrer que la valeur arrondie au 10 millième de la probabilité que ce véhicule soit hybride rechargeable est 0,0283. Donc ici, il nous faut la probabilité qu'il soit hybride rechargeable. Alors, hybride rechargeable,
Donc, il faut traduire déjà avec les lettres. Donc, on cherche une probabilité hybride. Donc, rechargeable, c'est donc juste R. Donc, on cherche P de R. Alors, dans l'arbre, il y a deux chemins qui mènent à R. Vous voyez, celui-ci et celui-ci. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. On va décomposer l'événement R en deux événements. Formule, donc, on écrit, formule des probabilités totales. Comme R bar, N et N bar forment une partition, c'est-à-dire soit vous êtes dans N, soit vous êtes dans N bar, eh bien R va se découper en deux. Donc les éléments qui sont dans N et dans R, et les éléments qui sont dans N bar, et donc les probabilités se découpent exactement en deux. En français, dans le vocabulaire des arbres, on dit que pour avoir la probabilité d'un événement, ici, on fait la somme des probabilités des chemins qui mènent à cet événement. Il y a deux chemins qui mènent à R, donc on ajoute les probabilités. Ce sont des probabilités qu'on sait calculer très vite parce qu'on a déjà fait P de N inter R. Donc là, on va rester avec notre arrondi. Ensuite, P de N bar inter R, on fait la même chose, c'est P de N bar, donc 0,7714, multiplié par R 0,0127. Et si vous voulez garder le plus de précision possible, parce que parfois, en ajoutant les arrondis, les heures d'arrondi s'ajoutent. Et bien, dans N inter R, ici, la probabilité, vous laissez la valeur exacte. Et donc, on calcule, et comme ça, on arrondira à la fin. On trouve ceci, on arrondit donc au 10 millième, donc je dois arrondir ici, donc 0,028, et comme c'est 26, ça fait 3. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on voulait montrer. Si vous avez le temps le jour du bac, vous faites une conclusion propre. La probabilité que le véhicule soit hybride rechargeable est environ à peu près égale à 0,0283. Dernière question à 4, très simple, c'est vraiment classique. On fait ce qu'on appelle une conditionnelle inversée. Donc ici, probabilité que le véhicule soit neuf, sachant qu'il est hybride. Donc c'est P de 9, P de N, sachant qu'il est rechargeable. P de N, sachant R. Ça n'est pas dans l'arbre, vous voyez, parce qu'il faudra un chemin qui passe par R, puis par N. Donc nous, on est dans l'autre sens. Donc j'utilise le cours qui me dit que c'est la probabilité de l'intersection, dans l'ordre que vous voulez, divisé par la probabilité de la condition, P de R. P de N inter, on l'a déjà calculé, donc je vais garder les valeurs exactes, 0,0, donc 184, 70, 88, divisé par P de R, j'ai 0,028, 26, 766. Alors il y a deux options, quand vous faites les calculs. Si vous arrondissez à la fin, si vous reprenez toutes les valeurs exactes, vous obtenez 0,6534. Si vous gardez les valeurs de chaque question, c'est arrondi, vous aurez un quotient de 0,6537. Je pense qu'on accepte les deux situations, bien sûr, donc ne vous inquiétez pas. L'important, c'est que ça soit très clair sur votre copie. Vous finissez quand même par une phrase en disant la probabilité que ce véhicule soit neuf, sachant qu'il est hybride, rechargeable, est de environ 0,6537. Toujours important de faire une conclusion, surtout au bac, vous aurez le temps, je pense. Vu les sujets, ils sont plutôt courts, donc vous avez le temps de soigner la présentation et les conclusions. Donc quand on fait une question, on relit toujours la question à la fin, pour être sûr qu'on a répondu à la question, qu'on a fait une jolie conclusion et qu'on n'a pas oublié un morceau de la question. Partie B. Donc, dans cette partie, on choisit 500 véhicules particuliers hybrides rechargeables immatriculés en France en 2022. Et dans la suite, on admettra que la probabilité qu'un tel véhicule soit neuf est égale à 0,65. Donc ça, c'est la probabilité d'être neuf parmi les rechargeables hybrides. Donc CP2, c'est ce qu'on vient de calculer, d'accord, CP de N, sachant R, on avait trouvé 0,65 et quelques, effectivement, on arrondit ici à 0,65. On assimile le choix de ces 500 véhicules à un tirage aléatoire avec remise, et on va appeler X la variable aléatoire qui compte le nombre de véhicules neufs parmi les 500 véhicules choisis. Alors, première question. Alors, on ne vous demande pas de rédiger, il faut juste préciser la valeur. Mais, explication rapide, on va répéter 500 fois une épreuve de Bernoulli, il n'y a que deux issues. C'est parmi les rechargeables, vous avez soit 9 ou pas 9, donc 0,65, 0,35, donc il y a deux issues. X compte, donc ici, X compte le nombre de 9 parmi ces véhicules, donc parmi les 500. Donc ça veut dire que le succès sera 0,65. Donc ça veut dire que X suit la loi binomiale
deux paramètres. Donc n, c'est 500, c'est le nombre de répétitions, le nombre d'épreuves de vie. Et p, c'est le succès, c'est-à-dire ce qu'on compte. Donc c'est 0,65. On peut écrire que x suit la loi B 500, 0,65. Question 2. Détermine la probabilité qu'exactement 325 de ces véhicules soient neufs. Alors il faut bien comprendre ici que x prend toutes les valeurs entières entre 0 et 500. Ça veut dire que la somme des probabilités vaut 1 et elles sont réparties sur 501 valeurs, d'accord? Donc pour chaque valeur, vous avez une petite probabilité. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on aura vraiment une probabilité qui va se concrétiser ici pour 325? Est-ce que ça arrive souvent? Eh bien, oui, parce que 325, ça n'a pas été pris au hasard, ça n'a pas été demandé, mais on aurait pu vous demander l'espérance de cette variatoire qui est n fois p. Et n fois p, c'est 500 fois 0,65, et si vous calculez, ça fait 325. Donc, c'est-à-dire que c'est normal, ici, que la probabilité que grand X soit égal à 325, elle sera un petit peu plus grande que la plupart des valeurs. On va regarder ça sur GeoGebra pour illustrer, bien sûr, lors de l'épreuve, vous n'avez pas tout ça, mais ici, on est là pour réviser, pour comprendre. Pour bien visualiser tout ceci, voici un diagramme qui représente pour chaque valeur de X ici, une barre dont la hauteur est la probabilité. Ça veut dire qu'ici, on est autour de 325 parce que c'est l'espérance, et quand vous éloignez de l'espérance, eh bien, vous avez de moins en moins de chances que X prenne les valeurs. Par exemple, la probabilité que X vale 0, elle est vraiment réduite à un très très petit nombre, vraiment infiniment petit par rapport aux autres. Et vous avez toute une partie qu'on ne voit même pas, vous voyez. Et la probabilité d'ailleurs maximale de ces valeurs, elle est en dessous de 0,04. J'ai coloré la barre qui correspond à 325 pour bien que vous la voyez. Elle est au centre un petit peu de cette forme qui s'apparente à ce qu'on appelle une courbe de Gauss. Et on va les regarder un peu plus près. Donc ici, on va zoomer. Alors évidemment, si vous zoomez, vous perdez un petit peu le début, mais comme il ne se passe rien en termes de probabilité, voilà. Donc on est ici, et la probabilité d'être à 325, elle est à peu près de 0,037, voilà. Donc on va voir comment on peut trouver ça à la calculatrice. Alors, vous pouvez aller donc dans le menu binomial, là c'est sur une Casio, distribution binomiale, BPD, et vous savez, vous rentrez X, N, P, et vous exécutez. Et donc vous obtenez ici la probabilité. On arrondit au 10 millième, donc 0,0374. Il faut savoir qu'on peut aussi donner l'expression, parce que la probabilité dans une loi binomiale que x soit égal à 305, on connaît, c'est 325 parmi 500, multiplié par donc, le succès puissance 325, fois l'échec 35, 0,35 fois 175, d'accord? Alors ici, j'ai, c'est la calculatrice, le nombre 325 parmi 500 est trop gros, la calculatrice sature un petit peu. Donc, c'est pour ça que j'ai fait avec le menu donc de calcul spécial pour les lois binomiales, parce que la machine ne voulait pas calculer 325 parmi 500. Et parmi les trois modèles, donc la Casio 90 me dit erreur mat pour le 325 parmi 500. Pour la Texas, elle me dit erreur. Par contre, elle nous montre que ça a fonctionné et elle me donne bien 0,0. Donc ici 37 et soit ici 4. Parfait. Question 3, détermine la probabilité P de x supérieur ou égal à 325. Alors là, ça dépend un petit peu du modèle que vous avez. Il faut savoir qu'entre, par exemple, les Casio 35 et 90, on ne peut pas faire les mêmes choses. Pour la Casio 35, on ne fait pas de supérieur ou égal. Pour les autres, on en fait. Donc vous tapez directement et ça vous donnera 0,52 arrondi à 4 chiffres 0,6. Voilà. Ça, c'est bon pour tous les modèles qui permettent de rentrer un intervalle, soit de 325 à 500, soit supérieur ou égal à 325. Mais ça, on va dire que quasiment tous les modèles le font. Mais certains ne font que du inférieur ou égal, donc il faut adapter. C'est pas... Dans ces cas-là, eh bien, vous allez transformer en prenant l'événement contraire. X ne prend que des valeurs entières. Le contraire de plus grand que 325, c'est donc plus petit ou égal à 324. Donc là, vous allez prendre, par exemple, donc votre calculatrice, si vous avez une Casio, vous tapez ça et ça va vous donner. Donc, exemple, donc sur une Texas, vous allez chercher le menu, donc ici, sur ce modèle, c'est le menu FREP.
je mets donc 500, ça calcule inférieur ou égal. Donc je mets probabilité donc, du succès 0,65. Et je mets valeur de x 324. Vous voyez, ça va me donner en fait la probabilité d'être inférieure. Donc ça, je note. Voilà, et vous faites 1, donc moins 0,4794. Et vous trouvez évidemment le même résultat, 0,5206. Donc pensez-y au cas où vous avez une machine comme ça qui ne fait pas le supérieur ou égal, à passer par le contraire avec du inférieur ou égal, mais à 324 au lieu de 325. Graphiquement, hein, pour info, hein, la probabilité que x soit supérieur ou égal à 325, c'est donc la somme de toutes les colonnes qui sont à droite, enfin qui sont celles qui sont orange, et toutes celles qui sont à droite. Hein, et c'est la somme de ces hauteurs fera donc du 0,5206. On écrira donc, pour cette interprétation des résultats, la probabilité qu'au moins 325 véhicules soient neufs parmi les 500 véhicules particuliers hybrides rechargeables est de 0,5206 au 10 millième près. C'est-à-dire 0, donc là, si on doit lire, c'est 5206 10 millièmes. Donc, et c'est au 10 millième près. Alors, cette partie C, donc on choisit désormais N véhicules particuliers hybrides rechargeables immatriculés en France en 2022, où N désigne un entier naturel strictement positif. C'est-à-dire que c'est le même qu'on vient de faire, mais au lieu d'en prendre 500, on en prend N. Voilà. Donc on rappelle que la probabilité d'un tel véhicule est toujours de 0,65, et on assimile le choix de ces N véhicules à un tirage aléatoire avec remise. Donc on est dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Donc on va pouvoir dire que on va créer une variable aléatoire, et on va dire qu'elle suit une loi binomiale, cette fois-ci de paramètre n et 0,65. Donc on va créer xn, qui est le nombre de 9 parmi les n choisis. D'accord? Xn suit la loi binomiale, donc de paramètre n, et le succès, c'est toujours 0,65. D'accord? Donc, on vous demande la probabilité que tous les véhicules soient d'occasion, donc on cherche la probabilité que xn soit égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véhicule neuf. Et ça, c'est simple, c'est donc 0 parmi n, pas parmi n, puisque là, c'est plus 500, 0,65 puissance 0, 0,35 puissance n. 0 parmi n, ça vaut 1, d'accord, quel que soit n. Donc ça vaut 0,35 puissance n. Et donc, probabilité cherchée, Pn est égal à 0,35 puissance n. Question 2. On note Qn, la probabilité qu'au moins un de ces véhicules soit neuf. Au moins, ça c'est important. En résolvant une équation, détermine la petite valeur de n telle que Q de n est supérieur ou égal à 0,9999. Donc là, déjà, je vais utiliser ma variable. Qu'est-ce que c'est Q de n, c'est donc la probabilité qu'au moins une, donc que xn soit supérieur ou égal à 1. Dès que vous voyez au moins, il faut penser au contraire. Donc ça, c'est 1 moins P de xn égale à 0. Si je ne suis pas supérieur ou égal à 1 et que je suis entier entre 0 et 500, je suis égal à 0. Et P de xn égale à 0, je viens de le calculer. C'est 1 moins P de n. Donc, ça veut dire que Qn, c'est 1 moins Pn. Ça veut dire qu'ici, on résout à 1. Alors, Pn, on a trouvé 0,35 puissance n, c'est ça que je voulais dire. Donc ici, on résout 1 moins 0,35 puissance n plus grand que ceci. Donc là, j'enlève 1 du côté droit, donc il me reste un moins 0,0001. Je multiplie par moins 1, donc ça inverse l'ordre. 0,35 puissance n doit être inférieur ou égal à 0,0001. Et pour être beaucoup plus précis, on va raisonner avec des équivalences. Donc j'ai obtenu ceci, et ça équivaut à ça, inférieur à 0,0001. Ensuite, on va passer au logarithme. On est sur des nombres strictement positifs. Le logarithme est strictement croissant sur 0 plus l'infini. On verra en 0. Donc ça me fait ln de 0,35 puissance n. Le n va sortir, c'est la propriété importante du logarithme dans ces suites. Plus petit ou égal à ln de 0,0001. Et on doit diviser par ln de 0,35. Mais 0,35 est entre 0 et 1. Ça veut dire que son logarithme est négatif. Donc si je divise, ça inverse le sens de l'inégalité. Et il me reste donc ceci. La calculatrice m'indique donc ici à peu près, je vais arrondir toujours au 10 millième, comme ça, ceci. Donc n doit être supérieur à ce nombre, n est un entier, donc ça équivaut
1 moins 0,35. Alors je vais repartir du début, comme ça sera une belle conclusion. Ça veut dire que Q de n plus grand que 0,9999, ça équivaut à prendre n supérieur ou égal à 9. Petite conclusion, la plus petite valeur est donc n égale 9. On a terminé cet exercice. C'est très classique. On est dans un pavé droit, donc A, B, C, D, E, F, G, H. AB vaut 3, AD et AE valent 1. Et on travaille dans le repère, donc A, AI, AD, AE. Ici avec I, donc qui est donc à 1 tiers de AB. Donc ça permet de faire un repère orthonormal. Ici avec AI, et AE est censé avoir une longueur égale à 1. Donc AI, AD, AE, AD aussi vaut 1. Donc on a ici un repère orthonormal centré en A. Ça donne donc ceci. Alors visiblement, le dessin n'est pas à l'échelle. Donc A pour coordonnées 0, 0, 0, c'est l'origine. On vous demande les coordonnées de F, H et M. Alors, ici, il faut bien comprendre que le point B a pour coordonnées donc 3, 0, 0, puisqu'il est sur l'axe qui est l'axe des abscisses, c'est la droite AI. Ensuite, pour aller en F, donc, il va falloir que je me rende en B. Donc, j'ai une abscisse de 3. Et après, il faut que je monte ici, selon le vecteur AE. Donc, ça veut dire qu'on ne vous demande pas de justifier, mais F, c'est donc 3, parce que pour aller de A à F, vous faites 3 AI et vous montez une fois de 1 à E, donc c'est ici. On n'utilise pas le vecteur AD, par contre on utilise une fois le vecteur A, donc c'est 3, 0, 1. Le point H, lui, pour y aller, il faut donc d'abord... Alors, il ne faut pas utiliser AI, donc c'est abscisse 0, et par contre il faut se rendre en D, donc 1, et ensuite il faut monter, donc 1. Et il me faut le point M qui est au milieu donc de D et C, donc... Ça veut dire que le chemin pour y aller le plus simple, vous allez donc ici, donc sur la moitié, et après vous utilisez ceci. Donc si vous faites la moitié de AB, ça fait 1,5 AI. Donc c'est 1,5 ou 3,5 comme vous préférez, ensuite 1, et on reste sur le plan du sol, donc 0. Voilà, une question, on continue. Pour ceux qui veulent un petit peu visualiser, ça donne ceci sur GeoGebra. Bien sûr, lors du bac, vous n'aurez pas tout ça, mais là, on est là pour expliquer, donc voilà ce que ça donne, avec donc ici notre pavé droit, et M est au milieu, et le repère est bien centré en A. Question 2A, donc montrer que le vecteur nord, donc N, 2, 6, 3, est un vecteur normal au plan H, M, F. Donc, pour qu'un vecteur soit normal à un plan, il faut qu'il soit orthogonal à deux vecteurs directeurs de ce plan. Donc déjà, on va calculer les coordonnées de HM. Donc j'ai les coordonnées de M et celles de H, donc c'est M moins H, donc 1,5, 0, moins 1. Vous faites des soustractions ici. Ensuite, on va prendre le vecteur HF. Donc je fais coordonnées de H moins celle de F, donc 0 moins 3, pardon, 3 moins 0, 3, 0 moins 1, 1 moins 0. Voilà. On voit bien qu'ici, de toute façon, HMF est un plan, donc HM et HF sont deux vecteurs non collinaires, qui sont donc directeurs de HM et F. On va calculer le produit scalaire de n avec ces deux vecteurs. D'accord, donc ici, on écrit ceci. Produit scalaire, on est dans un repère orthonormal, il n'y a pas de problème. Donc 2 fois 1,5, 3, plus 6 fois 0, 0, plus 3 fois moins 1, moins 3, ça fait bien 0. On fait pareil avec H et F, enfin le vecteur HF, pardon. 3 moins 1, 0. 2 fois 3, 6. 6 fois moins 1, moins 6. 3 fois 0, 0. Ça me donne 0. On écrit ensuite, et c'est très important, n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires directeurs de HMF, donc n est normal au plan HMF. Pour ceux qui veulent visualiser, ça donne ceci. J'ai représenté donc HMHF, et en pointillé vert, c'est un représentant de V. Voilà. On a le plan. Alors vous voyez, le plan, il donne ceci. Et donc, quand on regarde effectivement ce vecteur ici, il semble bien orthogonal au plan. Vous avez ici à chaque fois un angle droit avec les tracés de la figure. On déduire maintenant une équation cartésienne du plan HMF. Donc on a un vecteur normal, n de coordonnées 2, 6, 3 est normal au plan donc HMF. Donc HMF possède une équation sous la forme 2x, c'est les coefficients 6y, 3z
plus un réel D, d'accord, qu'on va déterminer avec un des points de ce plan. Donc je prends, or le point H de coordonnées 0, 1, 1 appartient donc à HMF. Ça veut dire que si je remplace dedans X, Y et Z par les coordonnées de H, ça doit me donner une égalité juste. Donc ça me fait 2 fois 0, 0, plus 6, plus 3, plus D égale 0. Je trouve D égale moins 9. Donc effectivement, HMF possède une équation cartésienne 2x plus 6y plus 3z plus d, donc moins 9 égale 0. C'est ce qu'il fallait démontrer. La question suivante. Donc, on nous donne l'équation d'un autre plan, le plan P. Est-ce qu'il est parallèle à HMF? Alors, il faut savoir que deux plans sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont collinéaires. Donc, vecteur, donc soit N1, je prends un vecteur donc, normal de P. Alors, je prends les coefficients, hein, donc des trois variables, donc 5, 15, moins 3. D'accord? 5, 15, moins 3. Ça, c'est un vecteur normal à P. Ensuite, N, on avait dit, hein, c'est 2, 6. N est normal à donc HMF. On voit bien que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Alors pour ça, vous pouvez peut-être, hein, vous faites ceci. Donc pour aller, alors on a 5, 15, 2, 6. Rien que ça n'est pas proportionnel, vous voyez, hein, parce que on voit que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Parce que là, on a 3 positifs et là, il y a 2 positifs et 1 négatif. Ça veut dire que ici, hein, vous avez 15 moins 3. Et en bas, vous devez passer à 6. D'accord? Et vous voyez bien que ici, le coefficient ne serait pas du même signe. Donc, ça veut dire qu'ici, les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc, N1 et N2 ne sont pas collinéaires. Et donc, ça veut dire que vos vecteurs ne sont pas collinéaires. Conclusion, les plans, par équivalence, ne sont pas pareils, ne sont pas collinéaires. Donc, P et HMF sont non parallèles. D'accord? Si vous voulez l'expliquer vraiment, vous pouvez dire que donc 15 est égal à 6 fois donc 15 sur 6. Alors 15 sur 6, si on simplifie par 3, ça fait 5 tiers. Voilà. Et moins 3, c'est 3 fois moins 1. Donc ici, nous n'avons pas le même coefficient, donc les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Déterminons maintenant une représentation paramétrique de la droite DG. Alors, le point D, il permet de graduer l'axe des ordonnées, donc D a pour applique ici donc 0, ordonnée 1, et donc D, 0, 1, 0. J'ai besoin du point G. Pour aller au point ici G, j'ai donc à me déplacer jusqu'à B, donc j'ai 3, ici 1, et ensuite je dois monter, donc 3, 1, 1. Donc pour avoir une représentation paramétrique, il me faut un vecteur directeur. Donc je vais prendre DG, donc coordonnées de G moins coordonnées de D, 3 moins 0, 3, 0 et 1. Et dans ce cas-là, bien, vous pouvez tout de suite écrire une représentation de DG. Donc c'est un système. On a X, Y, Z. On va mettre ici les coordonnées d'un point. Alors, vous choisissez celui des deux que vous voulez. Je vais prendre le point D, donc il y aura juste un 1. Et ensuite, vous allez faire le vecteur directeur multiplié par 3. Donc ici, je vais mettre 3T, multiplié par T plutôt. Ensuite, plus 0T et T. Et on met T ici appartenant à R. Et ça, c'est une représentation, celle dans laquelle j'ai utilisé le point D et le vecteur directeur DG. On appelle ensuite N le point d'intersection de DG avec le plan HMF. Donc on considère que cette intersection existe. Déterminer les coordonnées de N. Donc il va falloir résoudre un système composé de 4 équations. Tout d'abord celle du plan HMF. Donc on l'a dans le texte. 2x plus 6y plus 3z moins 9 égale 0. Et ensuite les 3 équations qui forment la représentation qu'on vient de trouver. On a déjà y. Un y vaut 1. D'accord, on résout. Ça veut dire que vous allez mettre ici aussi par substitution. En haut, j'ai donc 2 fois 3t, 6t, plus 6y, donc 6 fois 1, 6. 3z, ça fera plus 3t, moins 9 égale 0. Y est égal à 1, donc z sera égal à t, et x sera égal à 3t. On résout la première équation, ça fait 9 égale à, donc,
3. 9t égale 3, ça fait t égale 1 tiers. Donc x égale 3 fois 1 tiers, donc 1. Y est égal à 1. Et z est égal à 1 tiers. Donc les coordonnées du point N, c'est donc 1, 1, 1 tiers. Pour info sur GeoGebra, ça donnerait ceci, donc le plan, voilà, ce fameux plan HMF, à droite, DG, et l'intersection N1, voilà. Ensuite, le point R de coordonnées 3, 1 quart, 1 demi est-il le projeté orthogonal du point G sur le plan HMF? Justifiez la réponse. Alors, première chose, déjà, est-ce que, ça c'est une question, est-ce que le point R appartient au plan HMF? D'accord, ça c'est une première chose, certainement, mais on va quand même le vérifier. Donc, on va calculer, alors l'équation c'est 2x plus 6y plus 3z moins 9 égale 0, donc je vais calculer, alors, le point R, donc on me dit 3, 1 quart, 1 demi, je calcule donc 2 fois 3, plus 6 fois 1 quart, plus 3 fois 1 demi, moins 9. Est-ce que ça fait 0? Donc ça fait 6, 6 quarts, donc 3 demi, plus 3 demi, moins 9. J'obtiens 6 plus 3 moins 9, ça fait bien 0. Donc première remarque, R appartient bien à HMF. Donc là, on va faire une petite figure, imaginez notre plan. Donc là, c'est HMF. Vous avez votre point ici, j'ai quelque part. Si on projette ici, le projeté, qu'est-ce qu'il vérifie? Déjà, il est dans le plan, ça on a vérifié. Et la question, c'est est-ce que le vecteur que vous obtenez, alors si j'appelle H le projeté, est-ce que... Alors H est déjà pris, donc on va éviter de prendre la lettre déjà prise. J'appelle ça par exemple W le projeté. Voilà. Est-ce que, eh bien, on a ici effectivement un angle droit avec toutes les droites du plan. D'accord. Autrement dit, on va, si c'était le point R, il faut calculer le vecteur RG et vérifier qu'il est orthogonal au plan HMF. S'il est orthogonal, ça veut dire qu'on a une droite GR qui serait bien orthogonale au plan, et donc R serait l'intersection, donc ça serait bien le projeté orthogonal de G. Donc il faut regarder RG. Alors, G, je viens de le rappeler, c'est 3, 1, 1. Donc, 3, alors j'ai écrit ça comme ça, moins les coordonnées de R, donc 3, 1 quart, 1 demi. Ça veut dire que les coordonnées de RG, c'est donc 0, 3 quarts, 1 demi. Voilà. Je regarde RG scalaire HM, qui est un vecteur directeur de HMF. Eh bien, regardez, ça fait 0, plus 0, moins 1 demi. C'est différent de 0. Donc, ça veut dire que déjà, ça veut dire que la droite RG n'est pas orthogonale à HMF. Et donc, puisque RG n'est pas orthogonale à HMF, et que R, c'est l'intersection, et que R appartient à HMF, ça veut dire forcément que R n'est pas le projeté de G sur HMF. Et regardez sur GeoGebra ici, on fait une figure à cet endroit. Donc G se projette ici au point S. Le point R est ici. Si on regarde bien le triangle, la direction en fait de G, ici j'ai le point donc R. Vraiment, voilà. Ici il y a R. On voit bien que le dessin GR n'est pas du tout orthogonal au plan HMF. Projeté, ça serait le point S. Et donc, ça veut dire que la réponse effectivement à cette question, c'est non, ce n'est pas le projeté. Petit supplément, là l'exercice est terminé. Alors si on avait voulu, certains ont peut-être été chercher carrément le vrai projeté. Donc on prend l'équation du plan, on considère D, la droite orthogonale à HMF qui passe par G. Donc ça veut dire que cette droite D, vous pouvez trouver facilement une représentation. Elle passe par G, de coordonnées donc 3, 1, 1. Vecteur directeur de cette droite, c'est le vecteur normal de HMF, donc 2, 6, 3. Donc plus 2t, plus 6t, plus 3t. Et t appartient à R. Et on va mettre ça dans l'équation, puisqu'on projette en fait sur HMF, on met ça dans l'équation de HMF, ça va vous donner une valeur de t. Donc j'ai 2 fois 3 plus 2t, plus 6 fois 1 plus 6t, je vais vite. On obtient ceci, moins 9 égale à 0. Le dt, j'en ai ici 4. 36, ça fait 40. 40 et 9, 49t. Ensuite, j'ai 9 qui vient d'ici.
6, moins 6, moins 6, moins 3. Ça veut dire que 49t est égal à moins 12, moins 15, égal à moins 6. Donc t vaut moins 6 sur 49. Ça ne se simplifie pas parce que 49 c'est 7 fois 7. Ça veut dire que les coordonnées du projeté, ça sera donc x égale 3 plus... Alors 3 ça fera moins 12 sur 49. Y ça fera 1 moins 36 sur 49. Et Z fera 1 moins 18 sur 49. Je fais les calculs, ça me donne ceci, donc à peu près 2,76, 0,27, 0,63. Sur GeoGebra, c'est effectivement ce qu'on nous annonce. Voilà. Donc c'était juste un petit supplément pour ceux peut-être qui auront eu l'idée d'aller chercher les vraies coordonnées, de se projeter. Donc on a 6 points ici, avec, on va dire, 2 parties. Une première partie, on va étudier une suite UN, définie par récurrence à l'aide de la fonction g d'expression 2x moins x carré. On est sur l'intervalle 0, 1. Donc on a calcul de termes, récurrence, convergence et déterminer la limite. Et ensuite une deuxième partie, on peut dire, avec une deuxième suite qui va nous permettre de trouver l'expression de UN, ce qu'on appelle une suite en fait auxiliaire. Elle va nous aider à trouver. Donc cette suite VN, on va montrer qu'elle est géométrique. Trouver son expression, ça c'est du cours. Question 8, expression de UN, c'est pareil, c'est pas très difficile. Et après, un petit script Python à compléter. Donc on est parti tout de suite avec une étude de fonction. La fonction g, c'est une fonction polynôme de degré 2, donc vraiment ça, c'est simple. Alors pour trouver le centre de relation, donc cette fonction g, on pourrait utiliser nos connaissances sur le second degré, mais plus simple, on dérive. D'accord, g est dérivable évidemment sur son centre de définition, donc sur 0,1, parce qu'entre parenthèses, c'est une fonction du second degré, d'accord, ou une fonction polynomiale plus généralement, d'accord. Et ici, donc, sur 0,1, l'expression, donc, g', on dérive, ça fait 2x, c'est 2, moins la dérivée d'x2 moins 2x. On peut même factoriser par 2, ça fait apparaître 1 moins x, donc vous voyez que la dérivée s'annule en 1. Donc, petit tableau, on est donc ici sur 0, 1, et c'est du signe de 1 moins x, d'accord? 1 moins x s'annule en 1, d'accord? Et donc, comme la pente ici, c'est négatif, c'est donc plus 0 moins. Donc on a plus, ici, ça veut dire que g de x est donc, en fonction de x, strictement croissante. Alors j'ai besoin de g0 et g de 1, d'accord? G de 0, on remplace là-haut, ça fait 0. G de 1, c'est donc 2 fois 1, moins 1 au carré, 2 moins 1. Voilà. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que l'image de l'intervalle 0,1, une fonction qui est donc g, on va faire une phrase, est strictement croissante sur 0,1. Et l'image de 0,1, mais c'est exactement 0,1. D'accord ? On a ici en fait ce qu'on appelle une bijection. La fonction g réalise une bijection de 0,1 dans 0,1. Pour ceux qui ont un petit peu de mal à faire ce genre de tableau, je peux vous conseiller, c'est de faire tout simplement le tableau de signes de donc 2 moins 2x sur R. C'est-à-dire vous faites ça sur moins l'infini plus l'infini, donc ça s'annule en 1. La pente est négative, donc c'est plus 0 moins, et vous regardez où est-ce que vous vous situez. Et nous, on est entre 0 et 1, donc on est ici, dans la colonne de gauche, donc on est sur du plus 0. Donc ici, c'est comme ça qu'on peut trouver ceci. Pour ceux qui préfèrent utiliser des connaissances sur les fonctions du second degré, ici on a une expression moins x2 plus 2x. Je la remets dans l'ordre, ça veut dire que A vaut moins 1 et B vaut 2. Donc ça veut dire que le sommet, alors on va plutôt parler, vous voulez parler de la courbe, mais sinon le maximum, alors là elle est comme ceci, parabole inversée avec un maximum atteint donc en x égale moins b sur 2a. On va retrouver, donc ce qu'on a trouvé ici, 2 sur moins 2, donc le maximum est atteint en 1. Vous voyez, c'est-à-dire que si je faisais un tableau de variation sur R, j'aurais ceci, avec un maximum atteint en 1. Donc vous voyez bien qu'elle est strictement croissante sur 0,1. Deuxième question, donc là on a maintenant une suite, la suite UN, donc U0 égale 1,5, UN plus 1 égale G de UN. Calculer U1 et U2, donc je vais appliquer
ma relation de récurrence pour n égale 1, ça veut dire pour n égale 0 d'abord, donc U1 égale G de U0, ça veut dire G de 1 demi, je remplace dans l'expression x par 1 demi, donc on va doucement, hein, c'est pas la peine de se presser. Lors du bac, 4 heures, c'est largement suffisant quand on voit les sujets. Donc ici, 2 fois 1 demi, ça fait 1, moins le carré de 1 demi, ça fait 1 quart, ça fait donc 3 quarts. Pour U2, ça sera donc G de U1, c'est-à-dire G de 3 quarts, l'image de 3 quarts, donc je remplace x par 3 quarts, 2 fois 3 quarts, moins 3 quarts au carré. Ça me donne donc 2 fois 3 quarts, on peut simplifier, le 2 et 4, ça fera donc 3 demi, sinon vous faites 6 quarts et vous simplifiez après, ce qui fait 3 demi, moins le carré de 3 quarts, 9 sur 16, on met tout sur 16, donc ici je multiplie par 8, donc j'ai 24 sur 16, moins 9 sur 16, 24 moins 9, ça fait 15 sur 16. Petite explication graphique, alors ici j'ai représenté en rouge la courbe de G, hein, et en bleu ici en pointillé la courbe de la fonction donc, qui a x associé x, autrement dit la première bisectrice, la droite d'équation y égale x. Le fonctionnement graphique il est intéressant et important. Donc ici on va placer U0, U0 c'est 1 demi, donc on place U0, voilà, c'est par ici, et donc on va aller chercher en fait donc l'image de U0, d'accord, par notre fonction. Ici, on trouve ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire 3 quarts. Donc ici, sur l'axe vertical, on a donc 3 quarts, c'est-à-dire U1, l'image de U0 par G. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va aller replacer U1 sur l'axe horizontal. Donc, on va se servir de la première bisectrice. On va aller à droite ici, c'est-à-dire qu'on monte donc jusqu'à la courbe. Après, on va ici, de façon à obtenir ici ce point qui a des coordonnées très particulières, puisqu'il est sur la droite d'équation y égale x. Coordonnées, c'est U1, U1. Ça veut dire qu'ici, en dessous, vous allez en fait trouver U1. C'est une façon de renvoyer les points sur l'axe vertical, de les renvoyer à leur bonne place sur l'axe horizontal. Et après, on va faire pareil. Pour U0, on est monté, vous voyez, et après, on avait U1. Et bien pour U1, on va monter jusqu'à la courbe rouge. Voilà, vous êtes donc ici à droite, vous aurez U2. Alors, un petit peu plus précis que ça serait mieux. Voilà, vous avez donc ici U2. Mais si vous voulez le renvoyer ici, il va falloir utiliser ce phénomène, voilà. Et ce point-là, il a pour coordonnées U2, U2. Donc en bas, vous trouvez U2. Voilà, et après, on va continuer comme ça. Donc il y a un phénomène ici d'escalier croissant, dont la convergence semble aller vers, ici, vous voyez, l'intersection des deux courbes. Voilà, donc U1, 3 quarts, c'est vérifié. U2, on est tout près de 1, alors là, on n'est pas très près, parce qu'on voit que 15 sur 16, ça fait 0,9375. Donc ici, on n'est pas si mal que ça. C'est vraiment l'estimation graphique du phénomène. À la calculatrice, vous pouvez aussi utiliser le mode suite qui permet de calculer les termes d'une suite définie par récurrence. Sur une Casio, par exemple, vous allez donc sur récurrence, donc c'est le 8, vous rentrez votre expression, vous paramétrez bien, donc ici, pardon, c'est en paramètre à 0, vous mettez bien 1 demi, c'est important. Voilà. Je vais partir donc de 0, je vais afficher les 21 premiers termes. Et donc ici on commence à 0,5, après vous voyez c'est bien 3 quarts, après on a 0,9375, c'est bien 15 sur 16, et après voilà. Et on voit bien que, puisque c'est ce qu'on cherche dans le problème, les termes semblent se rapprocher d'un, après on est vraiment très près, donc le phénomène graphique est confirmé par ce que nous donne la calculatrice. Maintenant, première question un petit peu dure avec une récurrence. Donc, on va montrer pour toute n entière naturelle qu'on a cet encadrement ici, donc 0, plus petit que n, plus petit que n plus 1, plus petit que 1. Tout ça en strict, donc on commence, on initialise, donc pour n égale 0, est-ce que c'est vrai? Alors, ça tombe bien parce qu'on a besoin de U0, qui vaut donc 1 demi, U1 qui vaut 3 quarts, et effectivement, on a bien donc 0 qui est strictement plus petit que 1 demi, qui est strictement plus petit que 3 quarts, qui est strictement plus petit que 1. Donc, effectivement, on a bien toute cette chaîne ici d'inégalité. Donc, la propriété, elle est vraie pour n égale 0. Maintenant, l'hérédité.
Donc, soit n appartenant à grand N, entier naturel, tel que on est, donc, ceci vrai. Le but est d'aller au rang suivant. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir que c'est très simple. Il ne faut pas chercher à compliquer, c'est un grand classique. On va composer ici par G. Et G est strictement, très important, strictement. Strictement, ça permet de garder des inégalités strictes. Donc, elle est strictement croissante sur 0, 1. Donc, ça tombe bien, parce qu'on est entre 0 et 1. Donc, entre parenthèses, ce qui est important, ça veut dire qu'elle conserve. Donc, il y a une conservation stricte de l'ordre. Donc ici, quand je prends G, eh bien, G de 0 sera plus petit que G de UN, qui sera strictement plus petit que G de UN plus 1, qui sera strictement plus petit que G de 1. Or, ici, eh bien, G de 0, on l'a calculé, c'est 0. G de UN, c'est UN plus 1, c'est la définition de la suite UN. G de UN plus 1, c'est UN plus 2. Et G de 1, c'est 1. Donc, effectivement, la propriété est vraie au rang suivant. Donc, l'hérédité est vérifiée. Et on fait une conclusion. On dit la propriété est vraie pour n égale 0, elle est héréditaire, et donc elle est vraie pour tout n appartenant à grand N. Maintenant, on déduit que la suite UN est convergente. Alors, ce qu'on vient de montrer, c'est deux choses. D'abord, quel que soit n appartenant à grand N, on a montré que UN est plus petit que UN plus 1. Donc, la suite UN, elle est croissante. D'accord? Même strictement. Mais nous, on va avoir besoin que de croissante, donc je vais mettre croissante. D'accord? Ensuite, théorème, c'est qu'une suite croissante majorée converge. Donc, est-ce que notre suite est majorée? On sait que pour tout n appartenant à grand N, on vient de montrer que UN est plus petit strictement que 1. Donc, UN est majoré. D'accord? Donc, théorème de la convergence monotone, ou de la limite monotone, eh bien, UN est une suite croissante et majorée. Donc, on sait que UN converge. D'accord? Et sa limite, d'ailleurs, sera inférieure ou égale à 1. Et c'est pas demandé. Donc, notre suite théorème, donc croissante majorée, elle converge. Insistez bien sur votre copie sur les deux étapes, là. Montrez bien qu'elle est croissante, montrez bien qu'elle est majorée. Ne vous contentez pas de le dire, hein, il faut vraiment le prouver. Maintenant, question suivante, la limite. On va utiliser le théorème, donc, soit un peu le point fixe. Donc, il vous faut une suite avec des termes qui sont ici dans l'intervalle fermé 0,1. La suite converge, la limite est aussi dans le fermé 0,1. Ça, on le sait, d'accord? Ensuite, on sait que UN plus 1 est égal à G de UN, avec G qui est continu, sur, justement, toujours le même intervalle fermé 0,1. Eh bien, le théorème nous dit que, dans ce cas-là, eh bien, on a donc la limite ici du n plus 1, qui est L, va être égale à G de L. Et donc, ça veut dire qu'il faut résoudre L est égal à 2L moins L carré. Alors, on met tout à gauche. Ça fait L carré. Donc ici, L moins 2L moins L égale 0. Donc, ça veut dire que L, on peut factoriser par L, ça fait L fois L moins 1 égale 0. Donc, L vaut... Alors, c'est un produit nul, donc L égale 0, ou L moins 1 égale 0, donc ou L égale 1. Donc, vous avez deux possibilités, 0 ou 1. Alors, on sait que or U0 est égal à 1,5. D'accord? Et UN est croissante. Donc forcément, la limite va être supérieure ou égale à 1,5. Donc ça ne peut pas être 0, donc elle est égale à 1. Et on a trouvé la limite qu'on avait conjecturée graphiquement avec cet escalier croissant. Mais là, on vient de démontrer donc que la limite, c'est 1. Donc pour le théorème que vous avez utilisé, il faut bien préciser que les termes de la suite sont dans l'intervalle fermé 0,1, que la limite, elle aussi, est dans l'intervalle fermé 0,1, et que la fonction est continue sur ce même intervalle 0,1, et dans ce cas-là, elle est égale à G de L. On attaque maintenant la deuxième partie, on va dire. Donc, maintenant, on étudie la suite définie, enfin Vn définie par Vn égale Ln de 1 moins Un. Démontrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 2 et préciser son premier terme. Pour ça, donc, on va dire soit n appartenant à grand N. Combien vaut Vn plus 1? Alors l'idée, quand même, que je vous dis, il faut montrer que c'est géométrique, donc vous devez avoir une relation
de récurrence pour Vn du type Vn plus 1 égale 2 fois Vn. Il faut montrer ceci. Hein, ça, c'est caractéristique des suites géométriques de raison 2. Donc, je pars de Vn plus 1. Qu'est-ce que je sais? Je sais que c'est Ln de 1 moins Un plus 1. D'accord? Donc, je vais remplacer Un plus 1 par son expression hein, que j'ai. C'est G de Un. Donc, 1 moins G de Un. Voilà, je vais aller doucement. Mais G de Un, vous savez que c'est donc 2 fois Un moins Un carré. D'accord? C'est l'expression de G qui me dit ça. Donc, ici, j'enlève les parenthèses. J'aurai donc 1 moins 2 Un plus Un carré. Alors, je vais mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ça fait donc Un carré moins 2 Un plus 1. Je vous rappelle que l'objectif, c'est donc d'arriver sur 2Vn. 2Vn, c'est donc 2 fois Ln de 1 moins Un. D'accord? Alors là, vous avez deux options. Soit vous essayez d'aller de ça à ça, soit vous essayez d'aller de là à là. Alors ici, on a un 2 qui est devant le logarithme. Donc on peut par exemple le rentrer. Ça fait 2 fois 1 moins Un au carré. Et si vous développez 1 moins Un au carré, eh bien ça fait donc 1 moins 2 Un plus Un carré. C'est exactement ce qu'on avait à cette étape-là. Donc ça... Donc, ça veut dire que quel que soit n appartenant à grade n, vous venez de montrer que Vn plus 1 est égal à, donc, 2 fois Vn. Et donc, ça c'est caractéristique, Vn est géométrique de raison 2. Et on précise toujours son premier terme qui sera V0. Et donc ici on écrit ça comme ça, on dit avec V0 égale. Alors, donc, on remplace dans donc Ln de 1 moins U0. U0, on a dit, c'est 1 demi, donc 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi, donc Ln de 1 demi, que vous pouvez écrire en propriété du logarithme, ça fait moins Ln de 2. Je rappelle que, quel que soit strictement positif, Ln de 1 sur A, c'est moins Ln de A. Voilà, donc on a tout. Alors pour ceux qui font une autre méthode, ici moi j'ai choisi de faire 2Vn, vous pouvez aussi, à partir de là, vous rendre compte que, eh bien ça c'est une entité remarquable, c'est le développement de Un moins 1 au carré. D'accord? Alors attention, on ne peut pas sortir le 2. Là, il y a une précision importante. Vous avez une propriété qui dit que quel que soit x strictement positif, Ln de x2 est égal à 2 Ln de x. D'accord? Vous pouvez sortir le 2 que si x est positif. Ça c'est important. D'accord? Ça veut dire qu'ici, si vous sortez le 2 sans précaution, vous allez écrire ceci. Et ça pose un problème parce que Un, vous le savez, est plus petit que 1. Donc Un moins 1 est négatif. Donc vous auriez ici le logarithme d'un nombre négatif. Donc attention, on ne sort pas les deux comme ça. Il faut vérifier que après on a bien un nombre strictement positif dans le logarithme. Donc ici, il fallait se rendre compte que eh bien, Un moins 1 au carré, c'est aussi 1 moins Un au carré. Et là, vous pouvez dire 1 moins U de n est strictement positif. Donc, ça me donne le droit d'enlever, de sortir le 2. Et qui fait apparaître, vous voyez, 2Vn. Donc, c'est plus difficile. Alors, j'ai préféré faire ça dans l'autre sens parce que si on vous donne ln de x, 2ln de x, hein, eh bien, vous pouvez toujours, ici, rentrer le x2. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez écrit qu'on vous a donné 2ln de x, c'est que x était déjà censé être strictement positif. D'accord? C'est pour ça qu'ici, quand vous écrivez 2 fois Vn, le fait d'écrire 2 fois 1 moins 1, 2 fois Ln de 1 moins Un, eh bien, on considère, hein, en fait, que c'est acquis que ça, c'est strictement positif. C'est pour ça que, ici, on vous le dit, la suite est définie pour tout entier naturel n, donc on considère qu'on a 1 moins Un strictement positif. Donc c'est pas forcément la peine, vous voyez, de le redire. Mais attention, hein, surtout quand vous sortez les carrés, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, mais précisez bien, vérifiez bien que ce qu'il y a dans le logarithme que vous avez créé, hein, est bien toujours strictement positif. D'ailleurs, pour ceux qui avaient fait le sujet Amérique du Nord numéro 1, il y avait cette fonction-là, et l'expression, il y avait un carré ici, et bien, comme x était strictement positif, on pouvait en fait sortir le 2 directement, et ça simplifiait l'expression de la fonction. Là, on pouvait. D'accord? Mais par exemple, on aurait pu considérer, hein, ici, la même fonction, hein,
pour x strictement négatif, elle existe aussi. D'accord? Mais par contre, vous ne pouvez pas sortir le 2, parce qu'en sortant le 2, vous faites apparaître un ln de x, et là, x est négatif. Donc attention, ln de x2 existe tout le temps, sauf pour x nul, mais 2 ln de x n'existe que si x est positif strictement. Pour l'expression de Vn en fonction de n, Vn est géométrique de raison 2 avec V0 égale moins ln de 2, donc vous pouvez dire que quel que soit n appartenant à grand N, Vn a une expression qui est V0 fois donc 2 puissance n, c'est-à-dire moins ln de 2, multiplié par 2 puissance n. Et ceux qui n'ont pas changé le ln de 2, le ln de 1,5 auront ceci, donc auront plutôt ln de 1,5 multiplié par 2 puissance n. Maintenant, on déduit une expression de un, donc ici on sait que, donc, alors je vais prendre n, donc soit n appartient à grand N, on sait que Vn c'est ln de 1 moins un, on sait que ici, attention, hein, on va passer donc par l'exponentielle, hein, donc on passe à exponentielle, c'est-à-dire exponentielle de Vn est égal à 1 moins un. Ça nous donne ça un, donc un égale 1 moins exponentielle de Vn. Et donc, comme on connaît Vn, on vient de le trouver, un est égal à 1 moins exponentielle de... Alors, je vais utiliser mon moins ln de 2 fois 2 puissance n. Pour ceux qui auront gardé le n demi, on aura exponentielle de ln de 1 demi fois 2 puissance n. Alors, petite transformation, hein, pour ceux qui ont envie de transformer l'exponentielle. Exponentielle, alors j'ai commencé par celui avec le moins ln de 2 fois 2 puissance n. C'est en fait exponentielle de moins ln de 2 à la puissance 2 puissance n. Vous savez qu'exponentielle na, c'est exponentielle a puissance n, d'accord? Ça c'est pour tout a et pour tout n. Donc ici, on a exponentielle de moins ln de 2, donc je reviens sur moins ln de 1 demi. C'est en fait exponentielle de ln de 1 demi à la puissance donc 2 puissance n, exponentielle de n de 1 demi, exponentielle n c'est réciproque, donc ça, les effets s'annulent, il me reste 1 demi à la puissance 2 puissance n. C'est une autre expression, donc là on peut dire que c'est 1 moins 1 demi à la puissance 2 puissance n. Alors c'est pas utile, hein, mais vous voyez, pour ceux qui ont essayé de transformer, c'est comme ça qu'on peut transformer. Alors pour la limite, on va utiliser, alors je vais pas utiliser cette formule-là, on va utiliser celle que vous avez là, hein. Donc on va faire tendre n vers plus l'infini. Alors première chose, la limite donc de 2 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est évident, 2 est strictement plus grand que 1, donc ça c'est plus l'infini. Ensuite, alors en fonction de votre formule, soit vous dites que moins ln de 2 est strictement négatif, d'accord? Parce que, alors pourquoi, hein? Donc je vais peut-être détailler, ça c'est important, toujours ces petits détails. 2 est plus grand que 1, donc le logarithme de 2 est plus grand que le logarithme de 1 qui vaut 0. Pour ceux qui auront fait le 1 demi est entre 0 et 1, donc le logarithme de 1 demi est plus petit, un logarithme est strictement croissant, plus petit que 0. ln est strictement croissant. Vous voyez, donc conservation de l'ordre des images. Donc ça veut dire qu'ici, on va multiplier 2 puissance n par un nombre négatif. D'accord? Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de, alors, je vais écrire le ln de 1 demi fois 2 puissance n, ça, vous aurez moins l'infini. Pour les autres, ça sera moins ln de 2 fois 2 puissance n. Et on va mettre ça dans l'exponentielle. Donc on rappelle que, or, la limite d'exponentielle grand x quand grand x tend vers moins l'infini, c'est 0, ça c'est du cours. Donc par composition, parce qu'on met ceci dans l'exponentielle, par composition, la limite quand n tend vers plus l'infini d'exponentielle de ln de 1 demi fois 2 puissance n, eh bien ça vaut 0. Comme on fait 1 moins ceci, ça veut dire que par soustraction, ici par soustraction, la limite en plus l'infini de u de n, c'est donc égal à 1. Et on a retrouvé notre limite des questions précédentes. Pour cette dernière question, donc le script, alors ici c'est une fonction seuil qui va renvoyer le rang n à partir duquel la suite dépasse 0,95. Donc ici on rentre, vous voyez, dans u on rentre u0, hein, avec ici l'indice qui correspond.
on va calculer tant que U est strictement plus petit que 0,95. Donc ça va s'arrêter quand U dépasse ou égale 0,95. J'aurais plutôt mis ici U inférieur ou égal pour vraiment être sûr que ça dépasse, parce que si à un moment U vaut 0,95, ça va s'arrêter alors que U vaut exactement 0,95 et n'aura pas dépassé. Donc la petite maladresse, on va pas faire attention à ça en général, mais ici je pense qu'il fallait mettre un strictement et avec un égal devant pour avoir inférieur ou égal. Donc ici, alors il n'y a pas grand chose à dire, quand on a un while ici, il faut le compteur. C'est celui aussi qui permet de, effectivement, de voir que l'indice ici, eh bien, augmente à chaque boucle. Et le terme ici, vous devez calculer le terme suivant de U, de la suite UN. Donc je vais utiliser UN plus 1, c'est 2 UN moins UN fois UN. Comme ça, ici, vous mettez tout simplement 2 fois, alors on met des fois, U moins U fois U. Alors ceux qui veulent mettre plutôt des carrés, eh bien, vous mettrez 2 fois U moins U, alors il faut mettre 2 étoiles et un 2. Voilà, ça c'est la fonction pour mettre des carrés sur Python. Et on a terminé. Alors je vais vous montrer ce que ça donne sur un petit programme. Ici j'ai tapé exactement ce que je vous ai dit. Donc là, je vais donc mettre seuil. Voilà, j'exécute. Bougez pas. Seuil. Voilà. Effectivement, on trouve 3. D'accord? Alors sur calculatrice, est-ce que 3 c'est cohérent? Donc ici, ma suite, donc 0,5, 0,75, 0,9375, etc. Et vous voyez que pour 3, on est à 0,99,6. Donc effectivement, à 2, on est inférieur à 0,95. Et à 3, on l'a bien dépassé. Donc c'est bien n égale 3. Voilà. Alors, c'était pas demandé de faire tourner le programme. Mais vous voyez que ça tourne bien. Et ça donne donc n égale 3. Et on a terminé cet exercice avec un peu de tout. C'est pas si mal que ça. Vraiment, la partie 2 sur logarithme. Montrer que Vn est géométrique, bon, c'est pas si évident que ça, il faut être bien précis, voilà. Donc, un exercice assez court, il y a 4 points, 4 questions, on considère un réel A strictement positif, et une fonction, donc définie sur R plus étoile, donc 0 plus infini, ici, ouvert, en 0, et l'expression, donc, c'est A fois ln de x. On donne une partie de sa courbe, dans un repère orthonormé, ici, dans un repère en tout cas, x0 c'est un réel strictement plus grand que 1, et on est parti. Donc première question, déterminer l'abscisse du point d'intersection de la courbe C et de l'axe des abscisses. L'abscisse du point d'intersection de la courbe C et de l'axe des abscisses, donc sur le schéma, elle est ici, vous voyez, axe des abscisses, courbe, donc vraisemblablement on est sur ici 1, d'accord? Donc, quelle équation est-ce qu'on doit résoudre? Ça veut dire qu'on résout donc l'abscisse, on cherche l'abscisse du point d'intersection. Ça veut dire qu'ici, on doit résoudre f de x égale 0, tout simplement. Très compliqué. Ça veut dire qu'ici, f de x égale 0, ça équivaut donc à a ln de x égale 0. C'est pas bien difficile. Comme a est différent de 0, ça veut dire que soit a égale 0, soit ln de x égale 0. Donc, ça fait ln de x égale 0, entre parenthèses, car a est donc différent de 0, il est strictement positif, donc c'est forcément le ln qui s'annule, et le ln, on sait qu'il s'annule quand x est égal à 1. Donc, l'abscisse cherchée, donc, on fait une petite conclusion toujours, l'abscisse cherchée est donc 1, ce qui correspond bien au dessin, on est rassuré. Deuxième question, vérifier que la fonction grand f, donc l'expression a fois xn de x moins x, est une primitive de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, il suffit juste de dériver grand f. Grand f, donc c'est somme et produit. Donc si on veut vraiment être rigoureux, f est somme et produit de fonctions de référence. Donc ici, de fonctions qui sont donc dérivables sur 0 plus n, parce que vous avez x et vous avez du ln, voilà, donc pas de problème de dérivation. Ça veut dire qu'on va calculer donc ici la dérivée. Alors, grand f, alors pour ceux qui ont un petit peu de mal à dériver, on va enlever en fait les parenthèses. Donc je développe, ça fait a fois x ln de x moins ax, d'accord? Donc on a deux termes, on va dériver donc terme à terme. Ici je vais mettre juste des parenthèses, et donc je vais dériver ça comme un produit. Ça veut dire qu'ici, vous avez U fois V,
D'accord? Et ici, vous avez un terme simple à dériver, c'est une fonction linéaire, donc il restera juste moins a. Donc quand on dérive u fois v, ben, c'est u'v plus uv'. Donc ici, f', on aura donc u', donc la dérivée de x par rapport à x, ça fait a, donc j'ai a ln de x, plus donc uv', donc ax, multiplié par la dérivée de ln de x, c'est donc 1 sur x. Et on n'oublie pas le moins a. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, vous voyez, j'avais donc u de x fois v de x. Ici, j'ai donc u' de x fois v de x, plus u de x fois v' de x. Et là, j'ai dérivé, parce que la dérivée d'une somme, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, la dérivée d'une différence, c'est la différence des dérivées. Donc ici, on va mettre un petit peu en forme. Qu'est-ce qu'il se passe? Donc ln de x. Ici, on a x fois 1 sur x. Alors x fois 1 sur x, ça fait 1 pour x, donc différent de 0. Et donc ici, ça veut dire qu'il va vous rester a fois 1, donc il reste a moins a. Donc effectivement, il vous reste a ln de x. Et donc il reste petit f de x. Et ça, évidemment, c'est valable sur 0 plus l'infini. Donc ici, pour x strictement positif, on a donc ceci. Donc on vient de montrer que quel que soit x strictement positif, grand f' de x égale petit f de x. Donc, grand f est une primitive. Donc de petit f sur 0 plus l'infini. Alors, petite remarque, il faut savoir que la fonction qui a x associe x ln de x moins x, c'est la primitive la plus connue. On peut même la prendre par cœur. Alors en terminale, là, il faut faire des calculs, sinon il n'y a plus rien à faire, il n'y a déjà pas grand-chose. Mais en fait, la plupart des élèves bons en maths et qui sont sérieux d'ailleurs, qui ont écouté en cours, ont rencontré cette primitive. Quand on dérive, eh bien, ça, c'est la primitive la plus connue de x, donc associée à n de x, donc la primitive connue de ln. Voilà. Donc, ça peut être très utile. Alors, évidemment, si vous savez ça, l'exercice, eh bien, il est terminé directement. Alors bon, on se force quand même à dériver, parce qu'il y a tellement peu de choses à faire qu'il faut bien en écrire un petit peu. Parce que vraiment, pour l'instant, on a fait 2 questions, vraiment très très simples. Maintenant, on a une 3e question, il faut calculer l'aire d'un domaine. On est sur les intégrales. C'est le cours, l'aire d'un domaine d'une fonction positive. Ça va correspondre donc effectivement à l'aire d'une surface. Voilà, et donc, bien, on va justifier. Donc question 3, il n'y a rien de difficile non plus. Alors il y a juste le fait que ce soit entre a et x0, enfin entre 1 et x0. Donc là il y a x0 qui est un réel strictement positif. Donc la question 3. Première chose, on va montrer que f est positif donc sur 1 x0. Ça c'est important. Donc ici x0 est plus grand que 1. Donc on va prendre soit x donc entre 1 et x0, d'accord? Donc ici, on va prendre le logarithme. On utilise donc, on compose par ln. ln est strictement croissant, donc sur, effectivement, sur 0 plus infini. Donc si vous utilisez le logarithme, ça conserve l'ordre. Donc ici, j'aurai ln de 0, ln de 1 qui vaut 0, ln de x plus petit ou égal à ln de x0. Ensuite, on multiplie par a, qui est un nombre strictement positif, donc ça veut dire que j'aurai 0, plus petit que a ln de x, plus petit que a ln de x0. Donc je viens de montrer que, eh bien, si x est entre 1 et x0, f de x est entre 0, et donc a ln de x0. D'accord? Et ici, donc ça veut dire que, donc, sur l'intervalle 1x0, f de x est supérieur ou égal à 0. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, comme f est positif, on vient de le montrer, très important, sur l'intervalle 1x0. 1x0 plus grand que 1. Que f de 1 est égal à 0. Ça, on le sait, c'est la première question. Le domaine, il est donc entre la courbe C, d'accord, la courbe de f, l'axe des abscisses. Ici, vous avez un seul point, puisque f de 1 égale à 0. Et ensuite, ici, vous avez partie verticale, donc ce sera la droite d'équation x égale x0. Et donc on sait bien, que l'aire cherchée, l'aire de ce domaine, c'est donc l'intégrale de 1 à x0 de f de x
dx. D'accord? Et donc, il va falloir, pour calculer cette intégrale, avoir une primitive de petit f. Ben, ça tombe bien parce que la question 2 nous a donné une primitive. Et donc ici, on va prendre la valeur de cette primitive, donc grand f de x entre 1 et x0. C'est donc a que multiplie x ln de x moins x, pris entre 1 et x0. On remplace d'abord par x0, donc a fois x0 ln de x0 moins x0, moins la valeur en 1. Donc on aura ici, alors je vais détailler, 1 ln de 1, ça vaut 0 parce que ln de 1 vaut 0, moins 1. D'accord? Donc il reste a x0 ln de x0, je vais peut-être enlever parenthèse, fois, enfin moins a x0, moins a fois moins 1, donc plus a. Donc on a bien l'air, d'accord, en fonction de x0 et de petit a. Alors, la suite du sujet. Donc, on note t, la tangente à la courbe C au point d'abscisse x0. Donc, vous avez ici un petit zoom, un agrandissement. Donc, on a x0 qui est là sur l'axe des abscisses, d'accord? Donc, je vais peut-être vous repasser un petit peu les courbes. Ici, hein, vous voyez ça, on a ici la courbe, donc la courbe de F, la courbe C. La tangente, elle est représentée ici. Ça, c'est donc, hein, vous voyez ici, la droite T. Donc, on a A, on parle d'un point A qui est l'intersection de T avec l'axe des ordonnées. Donc, le point est ici. Donc, l'axe des ordonnées, vous voyez, il est là. Et B, hein, donc, c'est le projeté du point M. Donc, ici, là, on a pris justement cette tangente. Et donc, on a projeté le point M. Donc, A et B sont sur l'axe vertical. Il faut trouver la longueur de AB. Donc, cette longueur qui est ici. Alors, il faut les coordonnées des points A et des points B, hein, c'est tout. Donc, tout d'abord, on va donner les coordonnées du point M. Alors, M, hein, il appartient à C, d'accord? Et son abscisse, hein, et xm est égal à x0. Donc, son ordonnée, comme il est sur la courbe de la fonction, c'est f de x0, d'accord? Ça veut dire que les coordonnées de M, c'est donc x0 et a fois ln de x0. Première chose. On projette M sur l'axe vertical, donc ça veut dire que les coordonnées de B, eh bien, c'est la même ordonnée que M, mais l'abscisse 0. Donc B a pour coordonnées 0, A, ln de x0. Ensuite, le point A. Donc c'est l'intersection de la tangente avec l'axe vertical. Alors, on va aller calculer donc f de x0 et f' de x0, donc en fonction de x0. Alors déjà, donc f de x0, donc on remplace dans l'expression, f de x c'est a ln de x, donc ça fait a ln de x0. Ensuite, il me faut f'. Donc déjà, f de x est égal à a ln de x. On est donc sur, donc ici 0 plus infini. F est dérivable, il n'y a aucun problème parce que c'est un multiple du logarithme, f est dérivable donc sur 0 plus infini. Un multiple de logarithme. Et donc, on peut dire tout de suite, f' est égal à a fois la dérivée de, ici n de x, 1 sur x, ça fait donc a sur x. Conclusion, f' de x0, c'est donc a sur x0. Ça veut dire que l'équation de ma tangente, hein, on va la transformer, c'est donc a sur x0, x moins x0, plus a ln de x0. Voilà. Maintenant, notre point A. Donc A, il appartient donc à la tangente, et il appartient aussi à l'axe vertical, donc l'axe OX. Donc déjà, XA est égal à 0. Et forcément YA, eh ben, A vérifie l'équation de la tangente, donc je remplace X par X, par donc l'abscisse de A, donc par XA, et XA vaut 0. Ça veut dire que YA, c'est donc A sur X0, fois donc là je remplace X par 0, donc 0 moins X0, j'insiste juste sur ça. Et ici on a A ln de X0, d'accord? Donc YA, alors ici on développe, on a donc A le 0, donc on va l'enlever, hein. Il restera donc moins A x0 sur x0 plus A ln de x0. Et donc ici, YA est donc égal à... Les x0 se simplifient, ça fait moins A
plus A ln de x0. Donc, ça veut dire qu'on a les coordonnées de A, abscisse 0, normal, il est sur l'axe vertical, et ordonnée moins A plus A ln de x0. Maintenant, on cherche la longueur AB, on a les coordonnées, d'accord? Donc, longueur AB, ça sera la racine carrée donc de... Alors, je vais mettre la formule parce que comme ça, on explique en même temps. Ça fera donc xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Ça donne donc quoi? Alors, ici, on remarque que xa, xb, ça vaut 0. Donc déjà, ici, on a 0 moins 0 au carré. Ensuite, plus yb, c'est donc a ln de x0. Alors, il faut que je prévoie un petit peu plus grand. Moins yk, donc moins... Alors, ici, je mets des parenthèses. Moins a plus a ln de x0 au carré. Donc, évidemment, première parenthèse, je l'ai écrite, mais ça vaut 0. Donc, j'ai racine, donc 2. Alors, ici, dans les parenthèses, on a ln de a ln de x0 moins a, donc plus a, moins a ln de x0. Vous voyez que les a ln de x0, ici, donc disparaissent. Il me reste, donc ici, ça et ça s'annule. Il me reste a au carré. Et ça, comme a, et donc a, c'est effectivement strictement positif, la racine de a carré, ça fait donc AB est égal à la constante A. Et donc, pour tout x0, pour tout x0, donc strictement plus grand que 1, eh bien AB est égal à A, et donc AB est constant. Voilà, cet exercice est terminé. Alors, il y avait 3 questions très simples, et cette question 4, qui, on peut le dire, pour un élève, c'est toujours difficile. Il y a un raisonnement avec, ici, des lettres, il y a A, il y a x0, donc il y a quand même deux paramètres, deux choses qui varient, en plus de x, donc un premier travail où on trouve l'équation de la tangente, ensuite les coordonnées des points A et B, un petit calcul de longueur, bon, j'ai fait avec les formules, quand on voit les coordonnées de A et B qui ont une ordonnée, enfin une abscisse égale à 0, on pourrait, de toute façon, graphiquement, voir que la longueur entre A et B, c'est la valeur absolue de la différence donc, des deux ordonnées, pour ceux qui l'auraient fait comme ça. J'ai préféré donc appliquer la formule classique avec les racines carrées, donc je pense que c'est plus explicite, plus facile à comprendre. Voilà, donc correction de cet exercice terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.